Le monde compte aujourd'hui 3 mégatours de plus de 600 mètres. Représentation éclatante d'un désir sans limite. Conquérir le ciel. De la tour de Babel à la Burj Khalifa de Dubaï, l'homme n'a eu de cesse de s'élever avec des constructions toujours plus hautes. Richard Taillé est physicien. Il va parcourir le monde et remonter le fil de l'histoire pour étudier les prouesses des ingénieurs et des scientifiques portés par l'ambition d'atteindre les cieux. De quelles connaissances les Égyptiens disposaient-ils pour ériger des monuments qui ont dominé le monde pendant près de 4 millénaires? La question de la construction concrète de ces pyramides n'est pas forcément encore connue aujourd'hui. Quelles étaient les méthodes des bâtisseurs de cathédrales? Et qu'est-ce qu'ils avaient comme outil théorique justement pour penser à la construction de ces cathédrales à l'époque? En réalité, en termes d'outils théoriques, ils n'avaient pas grand-chose. Quels outils scientifiques permettent de comprendre les défis qu'ils ont dû relever? La plupart du temps, les ingénieurs s'inspirent de ces constructions médiévales pour mieux bâtir aujourd'hui. Cette structure qui monte à 300 mètres de hauteur et qui est le plus haut bâtiment du monde qu'on construit en 1889. En moins de 2 ans, pouf, on a vu cette tour monter dans le ciel parisien à l'étonnement de tout le monde. Richard Taillé s'interrogera aussi sur les innovations technologiques qui ont contribué à la course à la hauteur. Je m'attendais pas à voir un dispositif en bois là comme ça. Donc ça c'est un ascenseur en fait. Wow. Comment les ingénieurs ont-ils développé des modèles scientifiques pour concevoir des monuments emblématiques? Quand vous commencez à dessiner une très grande tour, le problème numéro 1, c'est le vent. Existe-t-il une limite, une fin à cette compétition, cette course effrénée? L'humanité a ce désir de vouloir constamment accéder au niveau supérieur, repousser les limites. Et la quête de la construction la plus haute du monde relève de ça. Richard Taillé va partir pour un voyage vertical, sur les traces des conquérants de la hauteur. Pour comprendre comment les hommes ont pu, au fil des siècles, défier, puis maîtriser les lois de la physique pour bâtir toujours plus haut. La première étape de son enquête sur la course à la hauteur emmène Richard Taillé en Égypte. Aux portes du Caire, sur le plateau de Gizeh, se dressent les pyramides. Khéops, la plus grande, est restée la plus haute structure du monde pendant près de 4 millénaires. De quelles connaissances les Égyptiens disposaient-ils pour ériger ces monuments? Ce mystère continue d'interroger scientifiques et égyptologues comme Pierre Talley. C'est avec lui que Richard Taillé va observer la dernière des 7 merveilles du monde encore visibles. Bonjour Monsieur Talley. Bonjour. Alors merci de m'accueillir ici et de me faire découvrir les pyramides. Je les avais jamais vues en vrai, hein. C'est la première fois que je les vois comme ça. Vous pouvez me préciser un petit peu ce qu'on voit ici? Alors oui, ce sont les 3 pyramides de Giza, donc les plus célèbres sans aucun doute, qui sont dans l'ordre chronologique, celle de Khéops, qui est tout à fait au fond de la série, ensuite celle de Képhren, et puis enfin la dernière qui est nettement plus petite, qui est celle de Mykérinos. Le tout a été construit autour de 2500 avant Jésus-Christ. Elle fait combien de hauteur la plus grande là? Alors la plus grande, celle de Khéops, fait plus de 146 mètres de hauteur et cette dimension n'a jamais été atteinte par aucune autre pyramide construite par la suite. En plus, ce qui est vraiment étonnant, c'est la pente. Il y a quoi? Il y a 45 degrés quasiment de pente celle sur le côté. Celle de Khéops fait 51 degrés d'inclinaison pour une base de 230 mètres, donc il s'agit d'une inclinaison très forte. Et alors là, on commence à deviner, on est un petit peu loin encore, mais on voit des blocs qui sont quand même énormes.
comment on pousse ça, on sait ça? Alors la question de la construction concrète de ces pyramides reste encore très largement ouverte. Les archéologues ont proposé différents modèles de rampes ayant permis d'acheminer les blocs. Mais en tout cas, ce sont des rampes qui sont utilisées avec des traîneaux et on prend un plan incliné pour pouvoir élever chacun de ces blocs. Alors ce sont des blocs assez lourds, hein. Il faut imaginer des blocs de 2,5 tonnes en moyenne. Ah ouais. Et on estime que pour la plus grande de ces pyramides, celle de Khéops, il aurait fallu à peu près 2 300 000 blocs pour pouvoir construire l'ensemble du monument. Malheureusement, on n'a pas un inventaire des techniques utilisées, on n'a pas de texte qui nous décrivent la construction de la pyramide. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la perfection des pyramides de Gizeh est l'aboutissement de décennies de tâtonnements. D'abord avec des pyramides à degrés, puis avec des essais plus ou moins réussis, comme la pyramide de Dachour. La pente choisie au départ était si forte qu'elle a dû être réajustée en cours de construction, lui donnant sa forme irrégulière. Et pourquoi construire des bâtiments aussi hauts, là, au plein milieu du désert? C'était quoi la fonction de ces bâtiments? Alors cette pyramide, d'abord un tombeau royal destiné à des rois qui comptent certainement parmi les plus puissants de l'histoire égyptienne. Et la pyramide est pour les Égyptiens la matérialisation d'un rayon de soleil et l'un des moyens pour le roi de gagner le ciel après sa mort. On va aller voir de plus près? Bien sûr, il faut. Lorsque l'on observe les pyramides en enfilade, un détail frappant apparaît. Leurs pentes sont parallèles. Ce n'est évidemment pas dû au hasard, mais à un concept mathématique, la proportion. Un cas pratique qu'a étudié l'historienne des sciences Evelyne Barbin. On peut observer très facilement sur certains sites que toutes les pyramides ont la même pente. On l'observe tout simplement en remarquant que les bords sont parallèles. Donc ça veut dire que tout ça est pensé et on sait comment à partir de l'idée de proportionnalité. Et c'est grâce au papyrus Rhind qu'on peut comprendre comment les Égyptiens pouvaient construire les pyramides de manière à ce que leurs pentes soient identiques. Et donc on sait que les Égyptiens ont l'idée de la proportion et utilisent un petit triangle, si on peut dire, qui est celui qui permet de déterminer à quelle distance je vais mettre la prochaine pierre, qui est semblable au très grand triangle de la pyramide. Ces triangles-là sont semblables, comme on dit aujourd'hui. Il y a une similitude, et c'est cette similitude qui se retrouve dans tous les problèmes de pente de pyramide dans le papyrus Rhind. Comment ne pas s'interroger sur les méthodes qui ont permis d'ériger ces mastodontes de pierre? Les réponses à cette énigme pourraient être apportées par une mission de haute technologie, Scan Pyramids, qui a débuté en novembre 2015. Une équipe internationale de scientifiques explore le site de façon non invasive. À l'aide de caméras infrarouges, de radiographie par détecteur de muons, de scanners pour reconstruire le site en 3D, ils récoltent des informations qui permettront peut-être de percer totalement le mystère de Khéops. Du pied de la pyramide, on les voit bien là, les blocs, hein. Ils sont énormes. On sait d'où ils viennent géographiquement ces blocs? Alors la plupart de ces blocs proviennent de carrières qui sont à quelques centaines de mètres de la pyramide. C'est donc une facilité pour sa construction. Et en contrebas de cette pyramide de Képhren, on a des immenses carrières où le sol d'origine a parfois baissé d'à peu près une trentaine de mètres tellement on a prélevé de ces blocs. D'ailleurs on a un peu l'impression d'être dans une carrière, hein. Et les bords qui sont là-bas, oui, comme si on avait taillé des pierres. Le plateau a été systématiquement retaillé, nivelé. Et c'est ce que l'on voit très très bien dans cet espace où a été aménagée la pyramide de Képhren. Et les pierres, on a l'impression qu'il y en a quand même des différences là. Elles viennent vraiment toutes d'ici et de la même carrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des blocs locaux malgré tout dans ces pyramides, puisque on est capable aussi pour la décorer, pour l'apprêter, de faire venir des pierres, des carrières de Toura qui se trouvent à 20 km de l'autre côté du fleuve Nil. Elles étaient utilisées pour faire le revêtement extérieur de la pyramide qui correspondait à sa dernière finition. Ça c'est pour l'aspect blanc, hein, c'est ça? C'est pour l'aspect blanc, brillant, pour donner à la pyramide son aspect lumineux justement. C'est en fouillant le port du Wadi Al-Jarf que Pierre Talley et son équipe ont fait récemment une découverte majeure. On a retrouvé à cet endroit-là des papyrus qui sont actuellement les plus anciens papyrus jamais découverts en Égypte, et ce sont précisément des archives datant du règne de Khéops.
Or, ces archives sont pour une partie des journaux de bord qui nous racontent la vie de bateliers qui ont transporté les blocs de calcaire qui ont servi à faire ce parement de calcaire sur la pyramide de Khéops, depuis les carrières de Toura jusqu'à la pyramide de Khéops, alors en cours de construction. Et dans ces documents, il y a une description de la quantité d'ouvriers qui travaillent ici, parce qu'on a l'image d'armées d'esclaves qui travaillent sur ces pyramides. Est-ce que c'est fondé comme idée? Alors pas réellement, justement, certains films ont popularisé l'image d'un peuple entièrement esclave en train de travailler aux pyramides. Rien n'est plus éloigné de la réalité que ça. Plus on a de documents à notre disposition, plus on se rend compte qu'il s'agit essentiellement d'un travail qui a été remarquablement bien organisé par la monarchie pharaonique et qu'il s'agit en fait de spécialistes, d'artisans qui sont privilégiés d'ailleurs par le roi. Ils sont bien nourris, ils sont certainement bien rémunérés et ils sont employés vraiment à l'année pour leurs compétences. Et d'après les modélisations qui ont été faites par l'archéologue américain Mark Lehner, on se rend compte que puisqu'il faut 2 300 000 blocs pour construire la pyramide de Khéops, on peut calculer qu'il faut en moyenne, sur 27 ans que dure le règne de Khéops, 350 blocs par jour. Mais une équipe de 800 hommes est capable, sur une période aussi longue, 27 ans, de tailler l'ensemble des blocs qui vont constituer la pyramide. En faisant toutes ces extrapolations, on s'est rendu compte qu'une équipe qui était de l'ordre de 5000 personnes au grand maximum a été parfaitement suffisante pour réaliser l'ensemble du bâtiment. D'accord, quelques milliers, ça fait quand même les belles équipes. Les pyramides domineront ainsi le monde jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est sur un autre continent que la barre symbolique des 150 mètres va être franchie. En Europe, les tours et les clochers des églises se lancent à leur tour à l'assaut du ciel. Le développement du christianisme amorce autour de l'an 1000 un mouvement architectural, l'art roman. Le désir de verticalité est alors tout autant l'expression d'une foi que l'affirmation d'un pouvoir. Mais la volonté de construire grand et haut se heurte aux limites de la voûte romane. Pour monter un arc, les bâtisseurs mettent en place un échafaudage appelé cintre. Les premières pierres posées forment le sommier. L'arc est achevé par la mise en place de la clé de voûte au milieu. C'est elle qui confère à l'arc sa stabilité. L'ensemble pourrait d'ailleurs tenir sans mortier puisque les pierres sont comprimées les unes contre les autres. Cependant, si rien n'est fait, la pierre centrale tend à s'enfoncer en poussant ses voisines. L'arc s'effondre. Deux forces agissent sur un arc. Une force verticale, due au poids, et une force horizontale, la poussée, qui écarte les piliers. Pour éviter un effondrement, il faut contrer ces poussées grâce au contrefort. La charge supplémentaire posée sur les reins de l'arc verrouille la forme et la stabilise. Mais ce qui va favoriser la course vers les cieux, c'est l'apparition du style gothique, avec ses voûtes en arc brisé. En moins de 2 siècles, plus de 80 cathédrales seront édifiées en France. Quels défis leurs bâtisseurs ont-ils dû relever? Quelles étaient leurs méthodes? De quels outils disposaient-ils? Pour le savoir, Richard Taillé se rend à Notre-Dame d'Amiens, un édifice remarquable à bien des égards et qui reste le plus vaste de France par ses volumes intérieurs. Bonjour, Richard. Arnaud, enchanté. Alors vous êtes médiéviste, historien, ingénieur. Tout à fait. Alors je sais pas si après toutes ces années vous êtes encore aussi émerveillé que moi, mais moi je trouve ça vraiment époustouflant. Ah, on ne s'en lasse jamais. On découvre toujours quelque chose dès qu'on pose l'œil quelque part. Ouais. Il y a un détail qu'on n'avait pas encore remarqué. Alors l'édifice a été commencé vers 1220. On commence par lancer d'immenses fondations de plus de 7 mètres de haut, extraordinaires, qui couvrent toute la surface sous nos pieds. Et puis on construit extrêmement rapidement l'ensemble de la nef où nous nous trouvons. D'accord. Alors pour réaliser cet exploit, eh bien, on utilise des techniques de pointe, et notamment les nouveaux progrès qu'ont apporté l'industrie médiévale en utilisant des procédés de sérialisation, en construisant, si vous voulez, à la chaîne. Un peu avant 1250, toutes les parties basses sont achevées. Puis ensuite, on est moins bien documenté pour les parties hautes, mais certainement que vers 1270, elles sont également terminées.
Et alors là, on se rend pas forcément compte là quand on est en dessous, c'est grand, mais c'est grand comment? Ça fait combien de hauteur ici là à peu près? Alors à peu près 42 mètres 30. Donc 15 étages on a. À peu près 15 étages. 15 étages là au-dessus de nous là. Notre-Dame d'Amiens est un projet d'une ambition folle, sans équivalent à l'époque. Ce qui ne manque pas d'interroger Richard Taillé. Alors, en tant que physicien, moi, quand je vois ça, je vois les piliers, la masse qui est au-dessus et tout ça, j'essaie de raisonner en termes de force et de mécanique. Mais j'imagine qu'au XIIIe siècle, ces notions n'étaient pas très bien connues d'un point de vue théorique. Qu'est-ce qu'ils avaient comme outil théorique, justement, pour penser à la construction de ces cathédrales à l'époque? En réalité, en termes d'outils théoriques, ils n'avaient pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'au XIIe, XIIIe siècle, en Europe, les connaissances scientifiques soient inexistantes, mais simplement, elles sont fort peu diffusées. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'école. Les choses se transmettent de père en fils, et puis l'homme de métier va faire un apprentissage de chantier en chantier. Donc généralement, ce que possèdent comme bagage théorique les constructeurs, c'est une maîtrise du compas, de l'équerre, de la règle, un coup de crayon très sûr. Alors après, l'utilisation du bon matériau. On utilise la bonne pierre au bon endroit. D'accord, empiriquement Très empiriquement, simplement en la soupesant, on peut appréhender sa densité et on met les pierres les plus lourdes en bas, les plus légères en haut. Quand on fait des calculs un peu plus sophistiqués actuellement que ce qui était fait alors, on se rend compte que ces structures sont très très largement surdimensionnées dans un langage contemporain, parce qu'en fait elles n'étaient pas dimensionnées du tout, ouais. Mais qu'en fait des piliers comme ça pourraient supporter peut-être 20 ou 30 fois la charge qu'ils portent actuellement. Peu de sources écrites permettent de connaître précisément l'art des bâtisseurs de cathédrales. Mais un homme du XIIIe siècle, maître d'œuvre et dessinateur, Villard de Honnecourt, a laissé un carnet exceptionnel d'une trentaine de pages, composé de notes et de croquis. Et alors il nous offre énormément de méthodes qui nous traduisent un peu le savoir de l'homme de métier du XIIIe siècle. Et donc ces carnets, c'est 30 pages de ça, en fait, de petits... Alors non, c'est extrêmement variable. Là, par exemple, Villard nous présente un oiseau mécanique, une machine pour recéper les pieux sous l'eau. Ici, il va nous montrer comment on fait un cadran solaire. Rien à voir, donc. Rien à voir. Ici, il va nous présenter comment on fait un pont. Voilà, c'est aussi simple que ça, faire un pont, ça tient en 2 lignes et demie. Et moi, je suppose qu'un échafaudage de cathédrale pour venir construire des voûtes, ça ressemble à ça. Car le problème technique, finalement, entre construire un tablier au-dessus d'une rivière ou construire une voûte au-dessus d'un vide, est à peu près le même. D'accord. Et donc, c'est certainement à cela que pouvaient ressembler ces grands échafaudages de cathédrales. Donc, le fait même que ce carnet soit tout à fait anarchique dans sa présentation traduit bien cette absence de formation académique. La diversité des problèmes qu'il aborde montre également tout le panel des compétences et du savoir de l'architecte médiéval. Et il ne représente que des choses signifiantes. Le truc. C'est vraiment un schéma, en fait. Voilà, c'est un schéma de la petite astuce, du petit plus qu'il a vu à tel ou tel endroit et qu'il peut conserver comme moyen de mémoire. Peu ou pas d'outils théoriques. Quant aux outils de construction comme le fil à plomb ou la corde à 13 nœuds, ils restent d'une étonnante simplicité au regard de l'ampleur et de la complexité de ces vaisseaux de pierre. C'est au tour de Richard Taillé de les utiliser. Bon, on va essayer un de ces outils rudimentaires, entre guillemets. On va faire un angle droit avec la corde à 13 nœuds. 13 nœuds. Et on va faire un triangle de côté, 3 unités. 1, 2, 3. 4 unités ici. 1, 2, 3, 4. Et là. Voilà. Alors ça, si on fait de la géométrie sur une feuille de papier, un triangle qui a ces proportions-là, il est rectangle ici. C'est le théorème de Pythagore, mais les constructeurs médiévaux ignoraient ce théorème. Par contre, en revanche, ils savaient que lorsqu'un triangle a un côté de 3, un autre de 4 et un troisième de 5, eh bien, il est droit. Alors là, on a le triangle rectangle. Ça peut aider aussi à faire des horizontales. Donc on a en bois ici un triangle rectangle. Et du coup, si la verticale ici est alignée avec ce côté-là, ça veut dire que dans cette situation-là, le côté du bas, lui, est horizontal. Tout à fait. Essayons. Alors, je suis un peu intimidé, c'est la première fois que j'utilise un outil de type médiéval. C'est parti. Alors, je mets ça sur la surface à tester. Et c'est quand même pas mal horizontal. C'est remarquable.
Donc j'ai testé l'horizontalité de cette partie de la cathédrale. Merci. Donc je félicite les constructeurs. Et on peut voir du coup, avec un instrument finalement relativement simple, on arrive à construire quelque chose d'aussi grand, durable. Et qui, 800 ans après, avec de l'entretien, demeure quasi intact. Mais toutes les cathédrales n'ont pas eu cette chance. À quelques kilomètres de là, Saint-Pierre de Beauvais a connu une histoire mouvementée. Elle aurait dû être la cathédrale la plus haute du monde. Mais le projet de ses bâtisseurs s'est heurté aux limites imposées par les lois de la physique, la laissant inachevée. Son conservateur, Jean-Lucien Guénoun, veille sur elle. Voilà, donc ici on entre dans la cathédrale par l'entrée qui aurait dû être l'entrée principale, si la nef avait été construite. Et on découvre l'ampleur de ce vaisseau. Avec en face de nous le cœur de l'architecture gothique. L'évêque de Beauvais, qui a décidé de la reconstruction de la cathédrale en 1225, souhaitait que ce soit la cathédrale la plus magnifique, la plus haute, la plus vaste de la chrétienté. Et donc on a une hauteur sous voûte qui est de 48,50 m, ce qui est la plus haute voûte jamais construite. Pour l'époque, Saint-Pierre de Beauvais bénéficie d'une technologie avancée. Elle est armée de fer. Il vient renforcer ses voûtes et la corseter grâce aux tirants métalliques. Mais cette précaution va s'avérer insuffisante. Alors, ce chœur a quand même subi aussi des aléas, puis il est terminé en 1270. 50 ans de construction. Donc. Voilà. Okay. Et en 1284, il y a la rupture de quelques arcs-boutants extérieurs qui provoque la chute de quelques voûtins. Donc ce n'est pas un effondrement complet, mais néanmoins par précaution, on reconstruit en incluant une pile nouvelle centrale dans chaque travée. Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est tout petit en espace, d'accord. Qui fait qu'on a ajouté 3 nouvelles piles au milieu des piles du XIIIe siècle. D'accord. Chaque arche est donc divisée en deux et soutenue par un pilier supplémentaire. Donc on va aller voir maintenant les parties hautes et regarder les tirants de plus près. Ah ouais, escalier bien reçu. En haut de l'étroit colimaçon, Richard Taillé va avoir le privilège de découvrir les terrasses, d'habitude inaccessibles aux visiteurs. Voilà. Ah ouais. On est sur le déambulatoire ici, okay. Et son retour sur le transept. Je pense qu'on a une bonne vision ici de ce qu'était l'architecture du XIIIe siècle de la cathédrale et en même temps des différences de structure entre la structure d'origine du XIIIe siècle et puis la reconstruction qui a eu lieu au XIVe siècle. Donc on voit bien cette pile de contreforts ici d'arc-boutants qui est très effilée, qui offre une large prise au vent. Et puis une pile ici qui est traitée de manière cruciforme, et un petit peu moins large, mais qui permet d'éviter le mouvement dans ce sens-ci. On a vraiment quelque chose qui résiste dans toutes les dimensions. Donc a priori, la plus solide, moins de prise au vent, voilà, plus stable. Plus stable, voilà, tout à fait. Donc si on avance, on voit bien ici la structure des tirants. C'est toutes les barres de fer là qui sont. Ce sont les barres de fer qui sont destinées à liaisonner cet ensemble pour que s'il y avait un mouvement, tout soit retenu. D'accord. Ça rigidifie un peu. L'important, c'est la continuité de la chaîne en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'un seul ne suffirait pas, il faut vraiment jusqu'au bout. Pour parfaire l'édifice aux dimensions déjà exceptionnelles, il est doté 300 ans plus tard de la flèche la plus haute de la chrétienté. On érige donc ici, au-dessus de nous, une tour lanterne et au-dessus, une flèche en bois ornée de plomb. La quête de hauteur a été poussée jusqu'aux limites de la construction par rapport aux techniques de l'époque. On est monté à 153 mètres de hauteur. Donc ça fait 3 fois la hauteur de ce qu'on voit là. Voilà, tout à fait. Ce qui était gigantesque et qui faisait qu'on voyait la cathédrale depuis les environs de Paris.
Donc cette structure, dès qu'elle est érigée, il y a des fissures qui apparaissent. Elle est achevée en 1570, mais tout de suite on mandate des experts et tous disent qu'il faut absolument construire rapidement la nef ou des contreforts. Encore pour consolider le tout. Tout à fait. Et puis on décide de lancer le chantier de contrebutement en 1573. Et malheureusement, quelques semaines après le démarrage du chantier, il était trop tard pour intervenir. Donc l'ensemble s'effondre presque à la verticale, un peu comme l'effondrement des Twin Towers à New York. Quelque chose qui tombe comme ça. Ce qui fait on va peut-être se décaler du coup. Ce qui fait que les dégâts sont relativement minimes. Vous voyez, 1575, on a déjà rebâti ça. 1577. Oui, d'accord. Donc, on referme très vite et cette fois-ci, on fait une voûte en bois qui pèse beaucoup moins. Donc, le choix ici est vraiment sécurité d'alléger l'ensemble. L'évolution de la construction gothique, avec ses succès inimaginables et ses catastrophes spectaculaires, fait l'objet d'études dans de nombreuses universités, y compris outre-Atlantique. Richard Taillé gagne la ville de New York. Il va rencontrer des chercheurs de l'université de Columbia qui, avec des outils scientifiques modernes, s'intéressent de très près aux cathédrales françaises qu'ils ont toutes recensées. Je suis un petit peu étonné, on vient à New York pour parler d'une cathédrale qui se trouve en France. Donc si je comprends bien, vous travaillez plutôt sur les aspects historiques de cette cathédrale. Oui, je travaille surtout sur les questions historiques, chronologiques, sur les différentes phases de construction. Et vous, plus sur les aspects de physique, comment est-ce qu'elle tient debout La physique, exactement, c'est très important. Stephen Murray et Rory O'Neill ont mis au point des outils numériques pour mieux comprendre l'art et les techniques gothiques, avec une immense base de données appelée Mapping Gothique. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous avons classé par hauteur de nef, mais nous avons aussi classé par date de début de construction. D'accord, ça montre la dimension en hauteur. Hein, oui. Nous voilà donc autour de l'an 1000. On peut voir l'évolution des hauteurs des monuments. À cette époque-là, on ne voit pas beaucoup de différence. Mais la grande rupture, c'est Notre-Dame de Paris. C'est le premier monument en Europe du Nord qui dépasse tout à coup les 30 mètres de hauteur. Puis Amiens en 1220 et Beauvais en 1225. Et alors du coup, pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment-là, il se passe exactement ça? La réponse n'est évidemment pas toute simple. En fait, cette rupture se fait au moment où le clergé, les évêques, commencent à recevoir beaucoup d'argent de la production agricole, de la production industrielle et des échanges commerciaux. Alors ils se mettent à construire des monuments très élevés comme Amiens ou Beauvais. Ces villes qui ont tout à coup un surplus d'argent avec un certain niveau de stabilité économique, elles ont en plus la possibilité de produire massivement des vêtements, par exemple. Il n'y a plus qu'à s'inspirer de cette technologie pour produire également de façon massive des pierres. Finalement, ce sont les moyens financiers qui ont permis de développer la technologie pour construire ces monuments. Pour expérimenter en temps réel les défis des constructeurs de cathédrales, Rory O'Neill a développé une simulation numérique, un jeu de construction scientifique. L'idée ici est d'essayer d'imaginer de manière intuitive les défis auxquels étaient confrontés les constructeurs. Ils n'étaient pas sûrs de la façon dont les blocs allaient se comporter jusqu'à ce qu'ils soient mis en place. Ici, on peut les positionner beaucoup plus rapidement avec la simulation car chaque bloc se comporte comme il le ferait en vrai. On a la possibilité de varier la taille des blocs et de changer leur agencement en temps réel. Là, alors qu'on essaye de faire gagner de la hauteur à la structure, nous avons la même force qui pousse vers l'extérieur, avec ceci qui tend à tomber et à pousser tout le reste vers l'extérieur. Parce que les colonnes sont plus grandes, elles résistent moins bien à cette contrainte. Et donc, la quête de la hauteur ici est limitée par la capacité d'agrandir la voûte. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter du renfort sur les côtés, plus de contreforts. Oui, ça tient, mais cela coûte très cher. Ici, on doit tailler beaucoup plus de pierres. Et c'est très laid. Mais un jour, les bâtisseurs de l'islam ont eu l'idée de casser l'arc. Arc brisé, d'accord. Et que cela ait été fait pour des raisons esthétiques ou des raisons structurelles, nous n'en savons rien.
Mais peu importe, ça fonctionne. Parce que le transfert de charge se fait plus directement vers le sol. Et grâce à cet avantage structurel, nos constructeurs vont se mettre à bâtir plus haut et encore plus haut. À un moment, cela va quand même tomber. Que tout le monde recule. Là, c'est un échec. Au fur et à mesure qu'on agrandissait les églises pour accueillir de plus en plus de fidèles, il a fallu trouver de nouvelles solutions, comme ce qu'on connaît sous le nom d'arc-boutant. Un arc-boutant. Pile au milieu de l'arc, c'est là que les forces agissent le plus. Pas à la base, ni au sommet. Ça tient. Ça tient. Je pense que vous aussi, vous devriez essayer. C'est parti. C'est au tour de Richard Taillé de se prendre pour un bâtisseur de cathédrale et d'expérimenter, en toute humilité, la quête de hauteur. Et avec moi, enfin je voudrais pas être désagréable, mais avec moi, ça tient. Oh là, ok, bon, là j'ai parlé un peu trop vite. Celle-là, elle tient pas très longtemps. Je suis un mauvais architecte. On passe du temps avec les étudiants à leur dire qu'il faut faire pour comprendre. Et là, bah voilà, on fait des cathédrales. Ça tient ou ça tient pas, mais en tout cas, on voit un peu mieux comment est-ce que ils ont pu imaginer tout ça, quoi. Même les ingénieurs d'aujourd'hui apprennent de ces structures parce que leurs simulations ne sont pas aussi précises que ces bâtiments. La plupart du temps, les ingénieurs s'inspirent de ces constructions médiévales pour mieux bâtir aujourd'hui. Pendant encore plusieurs siècles, la course à la hauteur va rester l'apanage du sacré. Ainsi, les plus hautes cathédrales du monde, Ulm 161 mètres et Cologne 157 mètres, toutes deux en Allemagne, ne seront achevées qu'au XIXe siècle, au moment où débute la révolution industrielle. L'idée de supériorité technique dépasse la simple volonté religieuse et donne un nouvel élan à cette conquête. Les ingénieurs de l'époque accomplissent des miracles en exploitant les nouveaux matériaux. La sidérurgie connaît un développement fulgurant. Le fer et la fonte d'abord, puis l'acier, vont s'imposer comme les métaux rois de la construction. Bientôt vont naître les premiers gratte-ciel, à la faveur d'un épisode tragique. En 1871, Chicago est une ville prospère de près d'1 million d'habitants, lorsqu'éclate ce qui sera appelé plus tard le Grand Incendie. Du 8 au 10 octobre, ces flammes dévastent la quasi-totalité de la ville et de ses bâtisses en bois. Ils causent la mort de 300 personnes et laissent 100 000 autres sans abri. Pour dramatique qu'il fut, cet épisode va donner à Chicago l'occasion d'accomplir une véritable révolution technologique. Les édifices en bois étant désormais interdits, les architectes se tournent vers les nouveaux matériaux, comme le métal. Ainsi sort de terre le premier immeuble considéré comme un gratte-ciel, le Home Insurance Building, de l'architecte William le baron Jenney. Il avait pour ambition, disait-il, de construire à une hauteur qui rivalisera avec la tour de Babel. Mais au-delà de la hauteur, c'est la technique de construction qui est véritablement novatrice. Traditionnellement, les murs en maçonnerie des immeubles supportaient la charge de la structure. Plus on veut prendre de la hauteur, plus les forces qui s'exercent sont importantes, d'où la nécessité de construire des murs épais. Par exemple, un immeuble de 16 étages construit à Chicago a des murs qui mesurent 1,80 m d'épaisseur à sa base. Grâce à l'invention et à la mise en œuvre de la structure métallique, les immeubles vont pouvoir gagner en légèreté, et donc en hauteur. La maçonnerie traditionnelle est remplacée par un squelette de poutrelle en métal, une ossature articulée par des rivets qui supporte le poids de l'immeuble et permet d'alléger considérablement l'ensemble de la structure. Grâce à cette nouvelle technique, les hommes vont pouvoir repousser les limites dans leur conquête de la hauteur. De quoi nourrir leurs ambitions et entretenir une vive rivalité qui prend son essor aux États-Unis.
Rien de cela n'aurait été possible sans une invention cruciale, l'ascenseur. Les innovations d'un ingénieur, Elisha Otis, aux alentours de 1850, vont être déterminantes. Ah, ben voilà, la tour de test. Pour mesurer à quel point ce procédé fut révolutionnaire, Richard Taillé se rend dans le centre de recherche d'Otis, dans le Connecticut. 28e. Et il va se livrer à une expérience historique. Bienvenue. Bonjour, merci. Richard. Mon nom est Rick. Vous devez porter un casque et des lunettes de sécurité. De quoi j'ai l'air? Superbe. Très bien. Je m'attendais pas à voir un dispositif en bois, là, comme ça, au milieu de cette grande tour. Donc ça, c'est un ascenseur, en fait. C'est un vrai ascenseur. En 1853, les ascenseurs étaient utilisés pour monter les marchandises. Si la corde cassait, la plateforme pleine de marchandises tombait, endommageant le matériel. Elisha Otis, qui était ingénieur, suggéra alors qu'il y avait sûrement un moyen d'empêcher la plateforme de tomber. Donc, si vous regardez là, vous pouvez voir ce gros ressort qui a été pris sur un wagon. Ah d'accord, donc en fait, il a pris quelque chose qui existait déjà. Là. Le ressort, c'était utilisé dans les trains, donc. Ce que Elisha Otis a développé, c'est une façon d'arrêter la chute de la plateforme si la corde se rompt. Vous voulez essayer? C'est parti. Ok. Faites monter la plateforme. Donc le système pousse ces deux barres vers l'intérieur. Quand on va dire couper la corde, la tension va se relâcher. Ça va alors pousser les deux barres dans l'écran et bloquer tout le système. Et donc stopper la chute. 2, 1, couper la corde. Je l'ai senti dans les genoux. I felt it on the knees. Exactement. Du coup, là, maintenant, on est en train de tenir sur la sécurité, en fait. Vous pouvez voir que la corde a été coupée. On est donc désormais soutenu par deux tiges retenues par l'écran. Donc en 1853, quand Elisha Otis demande à ses assistants de couper la corde, la plateforme s'arrête net. Il enlève alors son chapeau et salue l'assistance en déclarant « Sain et sauf, messieurs ». 4 ans après cette éclatante démonstration, les premiers passagers rassurés inaugurent l'ascenseur qu'Elisha Otis installe à New York. Depuis cette époque, la technologie a heureusement beaucoup évolué. Dans ce centre de recherche, les différents composants des ascenseurs subissent de très sévères tests de qualité et de sécurité. Ah bah ça, c'est la salle des tortures, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ici que nous envoyons des pièces d'ascenseur pour les mettre à l'épreuve. Ici, on les teste dans des conditions extrêmes, semblables à celles où on les installe. Atmosphère corrosive, température frôlant les 85 degrés dans un air saturé d'humidité. Les pièces d'ascenseur sont soumises à rude épreuve. Prenez la Burj Khalifa à Dubaï, par exemple, où la température peut être très élevée et où c'est très humide. Ces câbles plats, qui renferment de fines cordelettes d'acier et soutiennent les cabines d'ascenseur, subissent des cycles d'usure accélérés. On va tester sa résistance dans une de ces machines qui va l'étirer jusqu'à ce qu'il casse. Tout ça pour comprendre ce que l'usure des câbles va provoquer sur la solidité des brins d'acier que vous voyez là, à l'intérieur. Vous voyez, le câble a cassé à 45,9 kN. Et pour convertir ça dans des unités qui sont peut-être un peu plus familières, 45 kN, ça fait à peu près 4 tonnes et demie. Donc là, c'est comme si on avait accroché 4 tonnes et demie au bout du câble. Avant qu'il ne casse, exactement.
Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste ce câble qui tient vos ascenseurs, mais 3 à 5 de ces énormes câbles. Si l'ascenseur fait encore aujourd'hui l'objet d'intenses recherches, il a permis dès sa naissance de lancer la véritable conquête du ciel. Une âpre compétition où la science le dispute à l'orgueil. Cinq ans avant l'exposition universelle qui doit marquer le centenaire de la Révolution française, naît dans la tête de Gustave Eiffel et de ses ingénieurs le projet d'une tour de 300 mètres, censée représenter la puissance retrouvée du pays et susceptible de faire rayonner son savoir-faire technique. Bonjour Monsieur Lemoine. Bonjour Richard. Je suis content de vous rencontrer. C'est réciproque. Alors, vous êtes spécialiste de cette dame de fer, comme voilà, on l'appelle, cette belle tour là, qui resplendit sous le soleil de Paris avec ce ciel bleu et cette lumière d'ailleurs très transparente qui fait vraiment ressortir les lignes très graphiques, très pures de la tour, cette légèreté qu'on perçoit vraiment, cette structure qui monte à 300 mètres de hauteur et qui est le plus haut bâtiment du monde qu'on construit en 1889. Et donc on a vraiment là quelque chose qui, sous nos yeux, marque cet accomplissement technique et scientifique du 19e siècle, on peut dire. Et cette tour Eiffel, là, comment est-ce qu'elle a été conçue? Est-ce que c'était une idée d'Eiffel et un projet qu'il avait lui? Ou est-ce que c'est une commande qu'on lui a faite pour l'exposition du coup? La tour, en fait, elle est imaginée par ces deux principaux ingénieurs, Émile Nouguier et Maurice Coquelin, qui proposent à Eiffel, en 1884, de faire une tour de 300 mètres qui est en fait l'extrapolation, plus haute évidemment, des piles de pont que l'entreprise savait déjà bien construire. À l'époque, l'entreprise Eiffel achève le viaduc de Garabit, dans le Massif central, grand viaduc métallique. Et au fond, le principe du pylône de viaduc, eh bien, et là, il est monté à 300 mètres de hauteur. Et Eiffel comprend assez vite que cette invention, cette proposition de ses ingénieurs, il sait pouvoir le faire. Et ce sera évidemment à la fois le clou de l'exposition de 1889, mais en même temps le couronnement de sa carrière. Et quelque chose qui lui assurera peut-être la postérité. Et ça a été le cas, puisqu'on l'appelle toujours notre chère Tour Eiffel. Ouais. Voilà. On va la voir du coup? On va la voir de plus près, on va voir pourquoi il y a cette arche, pourquoi cette structure, comment elle se déploie. Alors on arrive sur le parvis là, on est sous les piliers, et là on voit qu'ils sont bien penchés vers l'intérieur. Comment est-ce qu'on commence à construire avant qu'il y ait le premier étage? Comment est-ce que ça tenait? Le challenge c'était d'abord de démarrer la tour. Donc au début on a commencé par faire des fondations. On a creusé, on va même creuser sous le niveau de la Seine, sous le niveau de la nappe. Donc pour ça on va utiliser des caissons qu'on va remplir d'air comprimé pour chasser l'eau, pouvoir creuser jusqu'au bon sol, pour pouvoir construire des fondations en maçonnerie, en pierre. Et on est parti ensuite avec les piliers qui étaient obliques. Donc pour les tenir, évidemment, sinon ils seraient tombés, on a mis des échafaudages en bois, tout simplement, comme on faisait à l'époque des cathédrales, même chose. On est parti avec les 4 piliers qui ont commencé à monter. Le point crucial, c'est quand on arrive au niveau de la jonction de la ceinture du premier étage. Parce que n'oublions pas qu'on assemblait des tôles percées de trous qui devaient exactement s'ajuster pour qu'on puisse ensuite mettre les rivets. Donc c'est vraiment une affaire de millimètres. Toutes ces pièces métalliques étaient fabriquées à quelques kilomètres d'ici, à Levallois-Perret. On assemblait ensuite ces éléments, les uns avec les autres, par des rivets posés sur place. La moitié des 2 500 000 rivets qui composent la tour ont été posés dans l'usine de Levallois-Perret. Et ensuite, c'était une espèce de mécano géant qui permettait l'assemblage progressif de la tour. La réussite du chantier de la Tour Eiffel tient dans sa simplicité et son organisation, avec un nombre réduit d'ouvriers qui, en 22 mois, achèvent l'édifice le plus haut du monde. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on la montré beaucoup plus vite. En moins de 2 ans, pouf, on a vu cette tour monter dans le ciel parisien, à l'étonnement de tout le monde. Bon, bah, on va la voir d'en haut, voir ce que ça donne. On va monter. Pour atteindre le sommet de la tour, il faut grimper 1665 marches. Entre le 2e et le 3e étage, Bertrand Lemoine et Richard Taillé empruntent l'escalier interdit au public. Alors là, on voit bien les rivets qui sont posés. Comment est-ce qu'a été choisi le matériau pour la tour? Pourquoi faire une tour en fer?
Quand on construit la Tour Eiffel, le seul matériau qui est vraiment disponible, c'est le fer. On ne peut pas la construire en bois, on ne peut pas la construire en pierre, elle s'écraserait sous son propre poids. Et le fer, c'est un matériau un peu nouveau qu'on a commencé à produire industriellement dans les années 1845, 40 ans auparavant. Donc c'est le matériau d'excellence du 19e siècle qui va après s'affiner sous forme d'acier, mais qui est encore aujourd'hui le matériau de construction qui permet de construire ces grandes structures de manière absolument universelle. Ici, on le voit vraiment particulièrement bien. Là, on a une perspective sur un vide, en fait. Hein. Voilà, on est au milieu de l'espace entre le 2e et le 3e étage, à peu près 250 mètres de hauteur. Et on voit que cette structure périphérique qui tient véritablement le sommet de la tour, il n'y a pas grand-chose. Il y a des poutrelles ajourées. C'est très léger, pas beaucoup de matériaux. Au total, la tour pèse 7500 tonnes. C'est très léger pour une structure de 300 mètres, en fait. Mais en même temps, qui est calculé de manière très précise pour résister aux efforts du vent. Le vent souffle avec une pression très forte, à plusieurs centaines de kilos par mètre carré, qui pourrait renverser la tour. Donc on va lui donner une forme un peu courbe, qui fait que l'effort horizontal du vent, combiné avec l'effort vertical, le poids de la tour, va donner une résultante qui va être exactement dans l'axe des piliers. Donc c'est pas une forme qui est issue de l'imagination d'un architecte, mais c'est une forme issue d'un calcul mathématique, en quelque sorte. C'est une forme qui est issue de l'épure mathématique et qui va en même temps donner évidemment son identité graphique à la tour. Parce qu'elle est justement inspirée par la science, par le résultat même des études scientifiques, et non pas par les règles classiques de composition architecturale. D'accord. Dès juin 1889, les visiteurs de la tour peuvent s'élever vers le sommet en toute sécurité grâce aux ascenseurs, véritable prouesse technique pour l'époque. Voilà, on est parti en route. Donc là, on monte tout en haut, hein, 3e étage. Du 2e au 3e étage. C'est vraiment étonnant, hein, c'est du vide partout. Hein. Et ce vide, petit à petit, devient encore plus vite, si j'ose dire, parce que la structure va se concentrer autour de la cage de l'ascenseur. Voilà, on découvre un panorama exceptionnel, tout Paris à nos pieds, on voit à 40 km de distance, c'est magnifique. Un panorama que Richard Taillé découvre d'une étroite coursive inaccessible aux visiteurs. Alors là, donc, en 1889, les Parisiens pouvaient être là, comme nous, avoir le même point de vue que nous. Hein. Voilà, pour la première fois, tout un chacun pouvait monter à 300 mètres de hauteur, contempler un Paris qui était, dans sa partie centrale, déjà assez proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, au pied de la tour, sur le Champ de Mars, il y avait l'exposition universelle. Là, avec la Tour Eiffel, tout le monde pouvait venir et se rendre compte avec ses propres yeux de ce que c'était que cette immensité urbaine. Et là, il y avait vraiment une nouveauté, non pas réservée à quelques heureux élus, mais que 2 millions de personnes, par exemple, ont pu découvrir en 1889. Et les gens n'avaient pas peur de monter ici sur cette grande tour en fer? C'était une expérience quand même assez inédite. On n'a pas l'expérience de la montagne aussi, peut-être de l'altitude. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient avoir le vertige. Mais c'était aussi une manière de conjurer peut-être sa peur que de monter sur la tour, dire voilà, je suis en sécurité à 300 mètres sur une petite plateforme, finalement pas très grande, avec pas beaucoup de métal autour, et qui permet de montrer que moi je pense que ça va tenir parce que je pense que j'adhère en quelque sorte à cette idée du progrès qui était quand même très très fortement partagée à l'époque par l'ensemble des citoyens. En tout cas, moi je me sens en sécurité sur cette plateforme-là. Pas de problème, pas peur de tomber. De l'autre côté de l'Atlantique, se rêvant en capitale du monde occidental, New York se lance à son tour dans la course à la hauteur. Le coup d'envoi est donné en 1894 avec le Manhattan Life Insurance Building, qui franchit les 100 mètres. Premier véritable gratte-ciel new-yorkais, il inaugure une longue série qui continue encore de nos jours. Quelles épreuves les ingénieurs ont-ils surmontées pour ériger ces bâtiments? Quelles nouvelles techniques ont-ils employées? Richard Taillé explore New York en compagnie de l'historienne Mosette Broderick et s'arrête sur une icône de la ville, le Flatiron Building.
C'est une forme très inhabituelle, c'est un triangle. C'est là où le sous-sol rocheux de Broadway rejoint la très chic 5e avenue. À cause de son emplacement étrange, on l'appelle le Flatiron Building. Il a la forme d'un fer à repasser. Mais on pourrait tout aussi bien l'appeler la part de gâteau. Une très grande part de gâteau. Mais ça n'a pas dû être du gâteau à construire, j'imagine. Non, non, non. Ça a été un cauchemar pour les ingénieurs. Le problème qu'ils ont eu avec le site, c'est que les ouvriers ont dû travailler sur ce triangle très effilé. C'est un immeuble avec une ossature en acier, une maçonnerie en terre cuite résistante au feu et un parement. C'est donc un vrai gratte-ciel. Il a toutes les caractéristiques d'un gratte-ciel, tel que défini dans les années 1880. Et le nom lui-même, gratte-ciel, on sait d'où il vient et de quand il date? En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient le mot gratte-ciel, skyscraper. C'est le nom qu'on donnait à un grand homme portant un grand chapeau haute forme. Peut-être est-ce aussi la toute petite voile en haut du mât d'un clipper. On ne sait pas vraiment. Mais on a commencé à utiliser ce mot vers 1883-84. Au-delà de sa forme, c'est son emplacement qui rend le Flatiron unique. Et il existe une bonne raison à cela. C'est un immeuble commercial, le premier construit au-delà du quartier de l'hôtel de ville de Wall Street. Le premier construit dans cette partie de la ville. Et pourquoi ici? Parce que c'est là que la roche affleure à nouveau. Elle est très profonde sous Soho, sous Greenwich Village, mais ici, elle émerge à nouveau et permet donc de construire un grand immeuble de bureaux. Donc on est vraiment à la limite là, on est au-dessus de la roche et là à côté on peut plus construire de bâtiments hauts, c'est ça? C'est ça. Au moment où cet immeuble a été construit, les gratte-ciels du bas de Manhattan existaient déjà. Mais parce qu'il a été construit justement ici, où se trouvaient les dames, les nourrices avec les landaux, c'est le premier que le commun des mortels a eu devant ses yeux. Et c'est ce qui en fait, selon lui, le premier gratte-ciel de New York. Dès le début du XXe siècle, chaque banque, journal, compagnie d'assurance veut son gratte-ciel. Il s'agit de faire rayonner son nom et d'asseoir sa réputation par un symbole indépassable. Ainsi sortent de terre des buildings rivalisants de hauteur, jusqu'à ce que l'un d'entre eux vienne dominer le monde, et pour longtemps. Nous sommes sur la 5e avenue. La 34e rue est là. Et juste ici se trouve l'Empire State Building, le plus haut building du monde pendant des décennies. Car ce qui se joue à ce moment-là, c'est le titre de plus haut gratte-ciel du monde. Grâce à l'ajout, quasiment à la dernière minute, d'une flèche en métal de 58 mètres, le Chrysler Building culmine à 319 mètres lors de son inauguration en 1930. Mais ce record acquis avec tant de mal sera de bien courte durée. Waouh! Quel beau hall d'entrée! Les halls d'entrée sont toujours majestueux. Ils sont là pour vous impressionner de toute leur magnificence. Et que pouvez-vous nous dire de cette gravure? Oh, c'est splendide. Une grande représentation du gratte-ciel qui correspond parfaitement à l'application de la loi d'urbanisme de 1916 d'une façon éclatante. En effet, jusqu'en 1916, aucune règle d'urbanisme ne régit la construction des gratte-ciels. Pour rentabiliser l'espace au sol, on élève des bâtiments à l'aplomb, tout droit et le plus haut possible. Conséquence, les rues, étroites et encaissées, deviennent de plus en plus sombres. En 1916, après 20 ans de débat sur la hauteur que les gratte-ciels pouvaient atteindre, New York a appliqué une loi d'urbanisme qui obligeait à des retraits successifs des étages supérieurs pour que la lumière puisse atteindre le bas des constructions voisines. Et en théorie, un building pouvait atteindre 1 mile. Oui, avec une base énorme. Et ça montre ça très bien. L'idée, c'est d'avoir suffisamment d'air et de lumière dans la rue et que les passants ne se retrouvent pas dans le noir, comme au fond d'une cage d'ascenseur. L'Empire State Building, avec sa silhouette si particulière, est le modèle ultime de l'application de la loi de 1916. Et il va être érigé au rythme effréné de 4 étages et demi par semaine. C'était un cauchemar de construction.
Et vous voyez ces ouvriers au-dessus du vide, au milieu du ciel. Je ne sais pas si vous connaissez ces photos. Oui, les photos des ouvriers qui travaillent. Mais moi, je les adore. Et elles me terrifient. C'était des Indiens Mohawks du Canada qui étaient capables de faire ça. Le gratte-ciel a été achevé en 18 mois et inauguré le 1er mai 1931. Il était prêt en un temps record et ce fut un flop. L'échec commercial de ses débuts n'a cependant pas empêché l'Empire State Building, du haut de ses 381 mètres, de rester le gratte-ciel le plus haut du monde pendant 4 décennies. Nous voilà sur la terrasse de l'Empire State Building, avec cette vue incroyable. C'est la première fois que vous venez à New York. Prenez le temps de découvrir le panorama. C'est vraiment fabuleux. Ah ouais, alors là, effectivement, c'est un point de vue assez extraordinaire sur New York. Là, c'est le flat où on était ce matin. Là, on voit Soho. Puis le bas de Manhattan, c'est vraiment extraordinaire comme vue. Une des particularités de l'Empire State Building est d'être principalement construit en béton. Un matériau produit des innovations du 19e siècle qui remplace peu à peu la brique et la terre cuite. Il permet d'atteindre des hauteurs inimaginables quelques années auparavant. Il est encore aujourd'hui, avec l'acier, l'élément essentiel de la construction des tours de grande hauteur. Mais étonnamment, son utilisation ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, on trouve trace de sa composition dans les écrits de Vitruve, l'architecte romain. Le Panthéon de Rome dispose ainsi d'une coupole prodigieuse en béton de plus de 43 mètres de diamètre. Depuis, les ingénieurs ont mis au point des bétons très résistants, produits en quantité industrielle dans des centrales semblables à celles où Richard Taillé se rend sur les quais parisiens de la Seine. Bonjour, Richard. Robert, enchanté. Robert Leroy va révéler à Richard Taillé les secrets du béton. Nous avons ici les 4 ingrédients minimum pour fabriquer du béton. Un liant, ici du ciment, du sable et du gravillon. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, l'eau. Donc il faut de l'eau. Il y a une réaction chimique entre la poudre de ciment et l'eau. On dit souvent qu'il faut que le béton sèche, mais en réalité, il y a un phénomène de prise et de durcissement, et on va dire que le béton prend. On est arrivé à faire en gros 1 litre de béton, c'est ça? Oui. Un camion, ça fait 7 mètres cubes. Oui. J'imagine qu'on ne fait pas ça dans une brouette. Oui, alors évidemment, tout ça c'est mécanisé et il y a des outils de fabrication qui ont été inventés, des bétonnières et des malaxeurs. Ce sont des grandes cuves à l'intérieur desquelles tournent des pales qui viennent brasser le mélange et l'homogénéiser très rapidement. C'est-à-dire en 40 secondes, on a fabriqué 1 ou 2 mètres cubes de béton. À cause de sa prise rapide, le béton est toujours fabriqué à proximité des chantiers. Dans ces centrales, on produit un mélange sur mesure. Aux principaux éléments sont ajoutés des adjuvants pour améliorer ses performances. Alors pour résumer, dans le béton, on a de l'eau, du ciment, du sable et des gravillons. Oui. Il faut une certaine quantité d'eau pour que ça prenne correctement, que la réaction chimique se fasse. Et il n'en faut pas trop, parce que sinon ça fragilise le béton. Oui, c'est ça. Théoriquement, cette proportion, c'est 25% de la masse de ciment. On a tout ce qu'il faut ici pour voir ce que ça donne, ouais. Eh ben, je vais essayer. Alors ici, j'ai préparé un petit peu de ciment, 100 grammes, et puis je vais utiliser un malaxeur à main. D'accord, ce que nous on appelle une fourchette. Ah oui, c'est vrai, oui. Okay. Et on va essayer de malaxer tout ça pour obtenir une pâte. Ah ouais, ça ressemble plus à une pâte de petit déjeuner. C'est tellement dur que je crois que ma fourchette est cassée. Ça casse la fourchette. J'ai quelque chose qui est très pâteux. Donc ça, c'est pas possible à couler. On peut pas le couler dans les coffrages. La plupart des bétons, et notamment les bétons ordinaires, sont réalisés avec beaucoup plus d'eau. C'est-à-dire 50 à 60%
de la masse de ciment. Or, seule une partie de cette eau va réagir avec le ciment et le reste va finir par s'évaporer et ça va laisser des trous, de la porosité dans le matériau. Et cette porosité amoindrit la résistance du béton. Mais grâce au progrès de la chimie organique au cours des années 80, les ingénieurs ont pu formuler des molécules, des polymères très performants, qui ont la capacité de fluidifier le béton tout en conservant sa résistance. Démonstration avec l'ajout d'un superplastifiant. Voilà. On voit bien que la consistance change. On a séparé les grains de ciment, hein, comme la farine du gâteau qui reste agglomérée. On a enlevé les grumeaux, quoi. Et là, je vois que c'est beaucoup plus liquide. Super. Bah donc là, on est prêt à faire un coffrage. C'est typiquement une pâte qui permet de réaliser un béton de haute performance. Et donc, il s'utilise comme ça, le béton? Alors non, dans les constructions et en particulier dans les immeubles et les immeubles de grande hauteur, le béton est toujours renforcé par des armatures d'acier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le béton armé? Oui. Plus une tour s'élève, plus elle est soumise à des forces importantes. Forces de compression, de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. Exercées notamment par le poids de la structure sur elle-même ou par des vents pouvant dépasser 200 km/h. Soumises à des contraintes trop violentes, les tours peuvent fléchir d'un côté, se balancer d'avant en arrière, se tordre sur elles-mêmes et finir par s'écrouler. Il faut donc les bâtir avec des matériaux capables d'amortir ces mouvements. Utilisé seul, le béton peut endurer des efforts de compression importants, mais sa résistance aux efforts de traction est faible. L'acier, lui, résiste très bien à la traction et à la compression. Ses caractéristiques physiques et mécaniques sont les mêmes dans toutes les directions. Il se déforme élastiquement jusqu'à se rompre toujours dans les mêmes conditions. Les constructeurs ont alors l'idée d'adjoindre au béton des armatures métalliques pour lui donner de la solidité en flexion. Les efforts de traction étant encaissés par les armatures, ainsi naît le béton armé. Le béton est coulé dans des coffrages contenant des barres d'acier avec des reliefs. Ces derniers retiennent le béton et lui permettent de répartir efficacement les forces qu'il subit. En fonction de leur usage, les constructeurs utilisent des bétons plus ou moins résistants. Robert Leroy et Richard Taillé testent un béton ordinaire mis en œuvre dans les petits immeubles. Donc cette éprouvette a une résistance prévisible de l'ordre de 30 mégapascals. D'accord. Oui. On peut en déduire la force qu'il faut appuyer dessus. Ça doit faire quelque chose comme 60 tonnes. C'est ça, 60 tonnes, ça correspond à 30 mégapascals, effectivement. Donc ici, ce béton ordinaire, on va le tester. Alors, je prends l'éprouvette et je viens la positionner sur la presse. Et on va pouvoir mettre la machine en route. Départ. Donc 60 tonnes va correspondre ici au nombre 600. 600 kilonewtons. 600 plus ou moins quelque chose. Ouais, d'accord. Nous arrivons pratiquement à 300 kilonewtons, donc 30 tonnes. 10 éléphants. Ça fait un petit pouf. Alors, bon pouf, ouais. Donc, vous voyez, on avait prévu 30 mégapascals, 600, le chiffre 600, on est à 650, donc ça a dépassé un peu 30. Donc le constructeur avait raison de nous dire qu'on pouvait monter jusqu'à 30 mégapascals. Autre test à présent, avec un béton beaucoup plus résistant. En l'espèce, celui mis en œuvre dans la construction du nouveau palais de justice de Paris, d'une hauteur de 160 mètres. Sa performance théorique est d'au moins 50 mégapascals. On approche la rupture, donc là, faut se boucher les oreilles. Se boucher les oreilles. Vous entendez encore? Oui. Donc là, on lit quoi? 204 tonnes? Oui, c'est ça. Ça fait quelque chose comme 70 éléphants. 70 éléphants de 3 tonnes, quoi, quelque chose près. On est quand même là dans le haut de gamme des bétons dits de haute performance. D'accord. Grâce aux progrès réalisés sur la résistance du béton, mais aussi l'allègement des matériaux et une ingénierie de plus en plus performante, la course à la hauteur prend un nouvel élan dans les années 60. Les villes nord-américaines et européennes multiplient les constructions de tours. La Sears Tower de Chicago atteint 442 mètres grâce à une solution inédite. En accolant plusieurs tours de hauteur différentes, il est possible à la fois d'alléger la pression du vent sur l'édifice et de répartir les charges pesant sur la structure. Parallèlement, l'urbanisation s'intensifie. On estime qu'en 1800, 2% de la population mondiale vivait en ville. En 2050, ce chiffre dépassera les 80%.
D'où le besoin de construire en grand nombre des tours toujours plus hautes, alors que l'espace disponible réduit. Les États-Unis généralisent le gratte-ciel et l'exportent, se faisant dès lors dépasser par l'Asie et le Moyen-Orient. En Asie, Shanghai, Singapour, Taïwan, Kuala Lumpur érigent chaque jour de nouvelles tours. Hong Kong détenant le record avec plus de 1250 gratte-ciel. Les records tombent les uns après les autres. Cette prolifération de tours connaît une croissance exponentielle. Il a fallu 135 ans pour développer les 50 premières super tours. Nous entendons par super tours les bâtiments de très grande hauteur, dépassant les 300 mètres, alors que les 50 super tours suivantes ont émergé en moins d'une décennie. Le rythme de développement est donc incroyablement rapide et massif. Toutefois, les hauteurs ont atteint de tels sommets que nous avons jugé le terme super tour insuffisant pour décrire les hauteurs extrêmes atteintes. C'est pourquoi nous avons créé le terme mégatour pour les bâtiments dépassant les 600 mètres. À l'heure où nous parlons, il y a déjà 3 mégatours achevés dans le monde. Dans cette course à la hauteur, l'Asie et le Moyen-Orient se livrent une guerre féroce. Pour l'instant, ce sont les Émirats arabes unis qui détiennent le titre. L'ultime étape de son enquête emmène Richard Taillé à Dubaï. Ici, en à peine 2 décennies, sont sorties de terre des tours plus audacieuses les unes que les autres. Et c'est là que Richard Taillé découvre la plus grande construction jamais édifiée par l'homme. La Burj Khalifa. « 828 mètres de béton, d'acier et de verre, construits en seulement 6 ans. Un défi à l'entendement, aux lois de la physique et de la nature. Quel modèle scientifique les ingénieurs ont-ils développé pour concevoir ce monument emblématique, cette tour aujourd'hui bardée de science? Richard Taillé a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'accéder au cœur de la tour afin d'en découvrir les secrets. Bonjour Monsieur Naguib. Bonjour Richard. Moi je suis content de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup de questions pour vous. Bien évidemment, dans une structure aussi grande, on se dit que les ascenseurs jouent probablement un rôle très important. Effectivement Richard, nos ascenseurs montent jusqu'à 504 mètres. C'est le record du monde. Allons-y, c'est une expérience unique, à la vitesse de 10 mètres par seconde. Il y a un double deck, c'est-à-dire qu'il y a 2 cabines d'ascenseur, l'une au-dessus de l'autre, qui desservent 2 étages à la fois. Dans celui-là, là? Oui, nous allons le prendre pour aller au 123e étage. Bon, il y a 2 boutons. Fermeture des portes. Étage 123. Nous allons monter à la vitesse de 10 mètres par seconde. On va donc parcourir 442 mètres et le voyage prend environ 1 minute. D'accord. Ah, je sens quelque chose dans les oreilles là. On sent que la pression change. Effectivement, on ressent cela à cause du changement de pression. À 10 mètres par seconde, c'est tout à fait normal. Il faut que je... C'est un peu comme dans un avion, un jet. On commence à sentir qu'on ralentit. Et étage 123, ben voilà, je ne suis jamais monté aussi haut que 123 dans ma vie.
S'il vous plaît. Il aura fallu moins d'1 minute pour atteindre l'altitude de 460 mètres. La tour la plus haute du monde est un véritable concentré de technologie. Elle est en permanence sous surveillance depuis une salle de contrôle souterraine que Richard Taillé va découvrir. Donc ça y est, c'est la salle de contrôle. Voici le cerveau de notre building. Le cerveau. D'ici, nous contrôlons et supervisons toutes les opérations de nos équipements à l'intérieur de la Burj Khalifa. Tous les systèmes de la tour sont connectés à ce terminal. Alimentation électrique, air conditionné, mouvement de la structure. Tout ici est observé et vérifié pour assurer la sécurité de cette ville verticale. La particularité des ascenseurs de la Burj Khalifa est que nous les utilisons en cas d'évacuation. En général, il est plutôt recommandé de ne pas emprunter les ascenseurs en cas d'urgence. Mais ici, c'est le contraire. Les résidents se rendent dans les zones refuges auxquelles ils ont été assignés à différents étages. Raj, pouvez-vous agrandir cela? Nous avons une caméra fixée sur le toit et sur le plancher de la cabine d'ascenseur et qui nous permet de vérifier l'intégrité de la structure. Parmi les 57 ascenseurs, 9 sont des canaux de survie. C'est des ascenseurs de sauvetage en quelque sorte. Oui. Celui-là, il m'intéresse particulièrement, celui avec les petites oscillations. La Burj Khalifa est le plus grand building du monde et il se comporte comme une énorme voile dont nous devons constamment surveiller les mouvements. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les mouvements réels de la tour pendant que nous parlons. Je suis vraiment intéressé en tant que physicien parce que je vois ici marqué accélération. Donc ce sont des capteurs qui mesurent l'accélération de la tour. Donc j'imagine que vous pouvez convertir cette accélération en mouvement, en fait, en distance qui est parcourue au-delà de la position d'équilibre. En effet, le système a la capacité de convertir le tout en millimètres. En ce moment, il y a un peu de vent dehors. Et vous pouvez voir qu'il y a une pointe ici, indiquée en microns. Ça signifie que ça bouge à peine. Un micron est une petite portion d'un millimètre. Le bâtiment est vraiment très stable. Il peut encaisser un balancement de 2 mètres, et ce, dans toutes les directions. En cas d'activité sismique, c'est de l'ordre d'1,50 m. Parce que lors des tremblements de terre, le bâtiment bouge entièrement du socle au sommet. Ces capteurs sont reliés au système de feu d'alerte. Vert, orange et rouge. Quand ça passe au rouge, nous devons évacuer. Et c'est déjà arrivé que vous ayez à l'utiliser, ça Non, je touche du bois. Cependant, nous avons vécu une réaction sismique quand un tremblement de terre est survenu dans un pays voisin. Le building s'est alors balancé de presque 60 cm. Mais la structure est restée très stable et certains résidents ne l'ont même pas senti. Édifier une tour de plus de 800 mètres qui garantit le confort et la sécurité de ses occupants relève de l'exploit technologique. Ces concepteurs ont dû trouver des solutions à des problèmes jusque-là théorisés, mais jamais expérimentés. En premier lieu, ils ont dû élaborer une structure susceptible de résister aux assauts du principal ennemi des immenses gratte-ciels. Quand vous commencez à dessiner une très très grande tour, le problème numéro 1, c'est le vent. Ce n'est pas la charge dite morte, c'est-à-dire le poids de l'immeuble, ni la charge vivante, c'est-à-dire les gens et les équipements à l'intérieur du building. Ce n'est pas non plus le risque sismique qui est négligeable ici à Dubaï. Mais ce qu'il y avait réellement à prendre en compte, c'était le vent. Les gens ne savent pas que quand le vent souffle sur un objet et le fait osciller à une fréquence semblable à sa fréquence naturelle, cela peut provoquer une grande amplitude. Notre but, c'était de créer une forme qui désorganiserait les vents. Et la forme de la tour est ainsi. Au pied, cela fait un peu comme des ailes. Et au fur et à mesure que l'on prend de la hauteur, elles sont plus arrondies, comme la proue d'un bateau. Et grâce à ce dessin, cette forme, on a vraiment réussi à faire baisser la pression du vent sur le bâtiment. Pour tester le comportement de la future tour, les ingénieurs ont installé une maquette dans une soufflerie pour mesurer et visualiser la force et les mouvements de rafales pouvant souffler à plusieurs centaines de km/h. La configuration particulière de la Burj Khalifa lui permet de désorganiser les vents. Mais dans des structures aux formes plus classiques, il existe un autre moyen pour leur résister, ainsi qu'au séisme. Pour limiter les oscillations,
ces gratte-ciels possèdent des amortisseurs dont le principe est simple. Des masses se déplacent mécaniquement à la même fréquence que la tour, avec un certain temps de retard, contribuant ainsi à stabiliser le bâtiment. Il existe différents amortisseurs. Certains sont constitués d'un énorme bloc de béton qui doit peser au moins le centième de la masse du bâtiment, placé en haut de la tour, sur une couche d'huile et relié au mur par des ressorts. Le bloc suit le mouvement de l'immeuble, mais avec du retard du fait de l'huile. Dans le cas du Comcast Center de Philadelphie, l'amortisseur hydraulique contient 1100 tonnes d'eau, qui se déplace d'un réservoir à l'autre grâce à un détecteur de mouvement. Mais l'un des amortisseurs les plus surprenants équipe la Taipei 101 à Taïwan, une tour haute de 508 mètres et située en zone sismique. C'est un gigantesque pendule d'acier de 5,50 m de diamètre, pesant 660 tonnes, dont l'amplitude de mouvement peut aller jusqu'à 1,50 m et qui réduit l'oscillation de l'immeuble de 40%. Le vent n'est pas la seule difficulté que les maîtres d'œuvre de la Burj Khalifa ont dû surmonter. Ils ont été confrontés à un autre problème de taille, la particularité géologique de Dubaï. Situé en bord de mer, son sous-sol est principalement composé de sable et de roches friables. Le sol ici est très pauvre. On ne peut donc pas se servir de ce qu'on appelle communément les piliers de fondation, comme à Londres ou à New York, où il y a de la roche. Ici, à Dubaï, il a fallu utiliser ce qu'on appelle les piliers à friction. 190 piliers de 50 mètres de long chacun. On a fait ça rapidement, puis on a dû couler une énorme dalle de 5 mètres d'épaisseur, soutenue par ces piliers. Comment donc ancrer et soutenir les 500 000 tonnes de l'ouvrage dans un sol instable? Dans une tour de grande hauteur, la charge de la structure qui s'exerce sur son socle est gigantesque. C'est pour ça que vous avez une embase, une empreinte au sol de plus en plus large. En fait, à la fin de la construction, la tour ne s'était enfoncée que de 15 mm dans le sol. 15 mm, c'est la taille de 2 pouces. La tour n'a pas bougé plus que ça. Un tel chantier, même extrêmement préparé et rationalisé, réserve toujours des surprises. Et la plus inattendue a jailli de l'esprit même des commanditaires. Initialement, le projet ne dépassait que de 10 mètres la plus grande tour du monde à l'époque. Donc nous étions à 518 mètres. Mais au cours de son élaboration, il a été augmenté de 300 mètres. 300 mètres, soit l'équivalent d'une tour Eiffel, a ajouté à la tour dont la construction a déjà débuté. On avait déjà construit 35 étages quand Emaar a entendu dire qu'un autre promoteur allait faire une tour de plus de 700 mètres dans la région. Donc, en gardant tout ça secret, on nous a demandé de surélever la tour et d'atteindre 820 mètres. C'était assez compliqué puisque les fondations étaient déjà terminées. Il a donc fallu se repencher sur l'architecture de la structure, vérifier si les fondations pouvaient soutenir 100 mètres de plus. Après analyse, on est arrivé à la conclusion que c'était possible, que l'on pouvait élever la tour à 820 mètres. Le design a donc changé, mais on a quand même réussi à élever cette tour à 820 mètres. Pour rehausser la tour à la limite de l'imaginable, les ingénieurs ont dû résoudre un défi majeur. Fabriquer du béton suffisamment résistant pour supporter d'énormes charges et suffisamment liquide pour être pompé jusqu'à 600 mètres d'altitude. Le béton ici est un mélange très spécial, avec une très grande résistance, 100 mégapascales. Mais il a fallu aussi pouvoir le pomper jusqu'au sommet. C'est là que l'entrepreneur s'est montré très créatif. 600 mètres, c'est une longue distance, et c'est à peu près la hauteur jusqu'à laquelle il devait pomper le béton. Mais comment faire ça? Grimper en haut d'une colline de 600 mètres et faire des tests? Ce qu'ils ont fait, c'est un long tuyau de 600 mètres qu'ils ont posé dans le désert. Et ils lui ont fait faire un certain nombre de virages pour qu'au bout du compte, la perte de pression soit équivalente à celle d'une hauteur de 600 mètres. Ensuite, ils ont essayé différentes formules de béton pour être sûrs qu'à la sortie, c'était toujours du béton. Et ça nous a pris plusieurs mois jusqu'à ce qu'on ait un béton parfait. Quand il est arrivé sur le site, on aurait dit de la soupe tellement il était liquide.
Le 4 janvier 2010, Dubaï révèle un secret jusque-là jalousement gardé. La hauteur définitive de la Burj Khalifa, 828 mètres, et offre au monde le spectacle de son inauguration. Tous ceux qui avaient travaillé sur ce projet étaient tellement fiers, c'était un profond soulagement, comme si on nous enlevait un énorme poids des épaules. Je me suis dit, je peux souffler maintenant, c'est fini. Je me souviens, le lendemain matin, en me réveillant, j'ai regardé la tour. Et c'était formidable d'y aller. Elle était inaugurée et de se dire, on a accompli quelque chose d'incroyable. 160 étages de bureaux et d'appartements, capables d'accueillir 35 000 personnes. 35 000 personnes rassemblées dans une tour dont l'empreinte au sol est 150 fois plus petite que celle d'une ville moyenne de 35 000 habitants. Qu'il faut alimenter en eau, en électricité, en air conditionné. Dans le dédale des sous-sols de la Burj Khalifa, sont terrées de gigantesques installations techniques. Nous allons maintenant dans le cœur du building, dans l'échangeur thermique. Nous utilisons presque 52% de notre énergie pour refroidir le building pendant ces grandes chaleurs. Derrière, c'est la pièce principale. Ce circuit compte 34 km de tuyaux. En cas de pic, il fournit un refroidissement équivalent à celui de 10 000 tonnes de glace pilée. Vous savez, nous sommes dans une région très chaude. Refroidir est ici vraiment quelque chose d'essentiel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir la moindre panne dans cette zone en particulier. Quittant les installations souterraines, Richard Taillé et Bachar Kassab rejoignent un étage technique situé à près de 600 mètres d'altitude. En effet, un des postes majeurs de la tour est bien sûr l'électricité. En cas de pic, c'est comme si 360 000 ampoules de 100 watts s'allumaient simultanément. Alors on est au 155e étage ici, hein, c'est ça? Ici, c'est la plus haute sous-station électrique du monde, à environ 580 mètres. Nous détenons d'ailleurs un record Guinness mondial pour ça. Record du monde. En gros, nous avons 11 sous-stations électriques dans la Burj Khalifa. En effet, nous ne pouvons pas simplement envoyer le courant dans les étages, sinon nous aurions des câbles trop larges et trop imposants. Nous avons donc différentes sous-stations dotées de transformateurs. Répartis sur 11 étages, ces énormes transformateurs permettent de faire passer le courant à haute tension aux 220 volts délivrés par les prises électriques. Juste pour comprendre le problème, vous dites qu'il y a plusieurs transformateurs le long de la tour pour éviter les pertes, mais c'est la même situation dans une rue. En fait, je ne comprends pas ce qui différencie une tour comme ça d'une rue comme ça. La Burj Khalifa est une ville entière, verticale, mais ce n'est pas une rue. En conséquence, nous avons besoin d'un voltage et d'un ampérage plus important. D'accord, je comprends. C'est une question de puissance. There's a lot of power. Yes, that's lot. Ok, c'est très clair. La Burj Khalifa est la tour de tous les records, de tous les superlatifs. Si elle détient pour l'instant le titre de plus haute tour du monde, nul doute qu'il lui sera un jour ravi par un autre building. Déjà, la Kingdom Tower, qui devrait culminer à 1 km, est en construction à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et si l'on veut atteindre des hauteurs encore supérieures, y aurait-il des contraintes, des limites infranchissables? Quand vous faites une tour de 2 km de hauteur, ça revient à faire une espèce de tronçon d'autoroute. Si on veut franchir un cap, il faut se reposer la question des ascenseurs. C'est-à-dire les ascenseurs, il faut peut-être des méga ascenseurs, ce que j'appelle les autobus verticaux ou les rames de métro, mais verticales. Ça me paraît un point important. Dans un gratte-ciel, vous voulez atteindre le sommet rapidement. Et ce qu'on remarque quand on va aussi haut très vite, c'est que la limite est dans nos oreilles. Le changement de pression, je dirais que c'est ce qui peut limiter la poursuite de la hauteur. Ériger une tour de plus d'1 kilomètre, c'est faire peser sur ses fondations une structure et des matériaux d'une masse gigantesque. Se pose alors la question de la base capable de l'asseoir sur le sol.
La vraie question, c'est quelle est l'embase disponible. C'est-à-dire si on veut faire une tour de 2 km et avec 100 mètres de diamètre, les gens qui sont à l'extérieur de la tour, ils ont de la lumière, ceux à l'intérieur, ils donneront sur un patio central. Donc c'est-à-dire que les gens à l'intérieur de la tour, peut-être ne voient pas l'extérieur. C'est quand même tout à fait désagréable. Donc la contrainte la plus importante, finalement, c'est pas la stabilité, c'est pas la résistance, c'est le confort des occupants. Si votre ambition est de construire une tour de 2 miles de haut, de la même façon que notre ambition dans les années 60 était d'aller sur la Lune, c'est tout à fait possible en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de limites technologiques qui nous empêchent de faire ça. Il y a des solutions qui pour l'instant n'existent pas encore, mais qui sont à notre portée. Certains architectes s'affranchissent des limites technologiques en imaginant des constructions futuristes. La X-Site 4000 au Japon est une ville-tour de 4 km de haut, susceptible de loger 1,5 million de personnes. Une véritable mégapole verticale, disparaissant dans les nuages, renouant ainsi avec le mythe originel de Babel. La seule limite dans cette quête de la hauteur, du moins jusqu'à ce qu'on atteigne des hauteurs quasi inimaginables, de plusieurs kilomètres, stratosphériques, la seule limite est financière. Il n'y a aucune limite technologique à la hauteur. La quête du toujours plus grand relève de l'ego et de la recherche d'attention. C'est aussi l'occasion pour l'homme d'essayer différentes choses. L'humanité a ce désir de vouloir constamment accéder au niveau supérieur, repousser les limites. Et la quête de la construction la plus haute du monde relève de ça. Quand vous grimpez sur une montagne, vous voulez toujours aller jusqu'au sommet pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Quand vous marchez dans la rue, vous voulez découvrir ce qu'il y a derrière le coin de la rue. Et donc, ce désir de toujours bâtir plus haut est un genre de mythologie. C'est dans notre culture. Pourquoi escalader des montagnes? Eh bien, on le fait. C'est comme ça. C'est dans la nature humaine. Au terme de son voyage dans l'espace et le temps, de son aventure dans les pas des conquérants de la hauteur, Richard Taillé s'interroge. Puisque la science et l'ingénierie ont permis au fil des siècles de repousser des frontières jusque-là infranchissables, rien ne semble pouvoir limiter l'inextinguible soif de l'homme de rejoindre le ciel.